Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, revenons au modèle de l'atome. Nous savons que l'expérience indique que la structure de l'atome doit être celle de Rutherford. Mais nous avons alors deux problèmes. D'abord, comment les électrons peuvent-ils tenir en l'air sans tomber sur le noyau en rayonnant des ondes électromagnétiques? Ensuite, pourquoi l'énergie est-elle échangée par des quantités précises, toujours les mêmes, ce qui donne son spectre unique à un atome? Une solution fut apportée par Bohr, c'est B-O-H-R, en 1913. Si les lois physiques connues sont en contradiction avec les données expérimentales, alors c'est que ces lois physiques sont incorrectes. L'expérience dicte la physique, pas l'inverse. En particulier, nous savons grâce à l'expérience que l'atome a bien la structure imaginée par Rutherford. Mais la physique prédit l'émission d'ondes électromagnétiques qui ne sont pas observées. Donc, Bohr affirma qu'à l'échelle de l'atome, les lois de l'électromagnétisme ne sont plus valables. Bohr postula alors trois lois décrivant l'atome de Rutherford. Premièrement, les électrons tournent autour du noyau de manière stable, sans émettre de rayonnement électromagnétique. On ne donne pas l'explication, ni la raison, et on se contente de l'admettre, parce que c'est ce que montrent les données expérimentales. Deuxièmement, les électrons ne peuvent tourner que sur certaines orbites. La règle fait intervenir la vitesse et le rayon de l'orbite et un nombre entier, que l'on note m, petit m. Ce nombre est maintenant appelé nombre quantique principal. Il vient du fait que les orbites sont quantifiées. Le mot quantifié vient en fait du mot compter, quantité, quantifié. Il y a l'orbite 0, l'orbite 1, l'orbite 2, etc. Chaque orbite est un peu plus grande que la précédente. Les électrons ne sont que sur 16 orbites et jamais entre deux orbites. La région entre deux orbites est un no man's land. La règle choisie par Bohr n'est pas arbitraire et a été choisie pour que les résultats correspondent aux données expérimentales. Mais la règle ainsi obtenue est très simple. Elle dit que le moment angulaire, alors le moment angulaire, c'est une quantité qui donne une espèce de quantité de rotation, qui existe en physique classique bien sûr. Elle est égale à la masse de l'électron, ici, fois le rayon de l'orbite. C'est une quantité très simple. Donc le moment angulaire est un nombre entier, le petit n, de fois une quantité minimale donnée, et qui est la constante de Planck divisée par 2π. Donc c'est très simple. C'est la masse de l'électron fois le rayon est égal à un nombre entier fois la constante de Planck divisée par 2π. C'est donc une relation très très simple. Troisième postulat, lorsqu'un électron change d'orbite. Il est sur une orbite et puis pouf, il va sur une autre. Pour une raison quelconque. L'énergie qui est acquise ou libérée se fait par l'absorption ou l'émission d'un photon de lumière ayant la même énergie. C'est bien sûr ici qu'interviennent les découvertes de Planck et d'Einstein. Sachant que l'énergie est émise sous forme de photons et connaissant cette énergie, on peut en déduire la fréquence de la lumière et donc le spectre de l'atome. Mieux encore, ce modèle fait le lien
entre la nature corpusculaire de la lumière qui a été mise en évidence par Einstein et l'émission de lumière par les atomes, par paquets, mis en évidence par Planck. Voilà donc le modèle de l'atome de Bohr. C'est le modèle de Rutherford agrémenté de ces trois lois, trois postulats. Et nous commencerons à voir les conséquences dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.